Bonsoir chers auditeurs ou encore spectateurs de la web radio www.heurdumboa.com et merci de nous faire confiance pour la troisième sortie spéciale CHAN Maroc 2018. Cet après-midi, le contexte sera tout particulier. On aura pour nous accompagner à la droite Sa Majesté Joseph Antoine Bell, à la gauche David Zima Eyenge, journaliste du côté du quotidien Le Jour au Cameroun, sans oublier président de la coordination des journalistes sportifs antenne du littoral. Deux thèmes vont susciter le débat cet après-midi. Tout d'abord, nous sommes au niveau de l'hôtel Hayat qui nous accueille et la presse sportive au niveau du Cameroun verra une nouvelle ère, un souffle nouveau avec cette révolution qui est en marche. On en parlera dans ce programme. On parlera en quelques minutes de l'organisation de la CAN Cameroun 2019 et le Cameroun est pratiquement en ébullition. Le Cameroun est en branle pour pouvoir accueillir cette messe sportive en 2019. Si vous avez convenance de cela, à ma droite, je vais commencer par l'introduire. Il est pratiquement Sa Majesté, il est le chef d'une de mes communautés du côté de Sombel, non loin d'Engambé. Bon après-midi et bienvenue Sa Majesté Joseph Antoine Bell. Merci, bonjour à tous. Et là, Sa Majesté Joseph Antoine Bell, pour vous accueillir, nous sommes ici à l'hôtel Hayat. On va commencer peut-être par la commission qui nous réunit ici. C'est le CHAN Maroc 2018. On se rend à l'évidence que le pays qui est le nôtre, le Cameroun, est rapidement sorti dans cette compétition. Pour vous, peut-être à distance, vous étiez encore au Cameroun, vous suivez cette compétition. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté du Cameroun? Ce serait trop long à expliquer. D'ailleurs, je crois que le mieux placé pour vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché serait plutôt en premier lieu l'entraîneur qui est responsable de l'équipe. Je suis de ceux qui les applaudissent lorsque l'équipe a gagné, quand ils sont arrivés, et je pense qu'il est logique que ce soit eux qui nous disent ce qui n'a pas marché quand l'équipe n'a pas gagné. Ce que nous on voit, c'est que l'équipe n'a pas bien joué, notamment cette fois. Elle a vraiment été à la hauteur de cette compétition. Mais bon, ce n'est pas la première année que le Cameroun n'est pas à la hauteur lors de CHAN. Mais on sait le plus souvent que c'est une compétition qui est réservée aux joueurs qui jouent au terroir. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde quand même à distance, est-ce qu'on peut se dire, on peut interroger la qualité de notre championnat, la qualité des joueurs qui étaient là? Vous avez pratiqué, vous avez été sur le terrain. À votre lecture d'un ancien footballeur, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce niveau? Quand je disais tout à l'heure, il faut d'abord s'adresser aux acteurs qui nous disent de leur point de vue. Il est évident que lorsqu'une équipe échoue aussi lamentablement, qu'on s'en prenne à l'effectif. Et que lorsque vous vous en prenez à l'effectif, vous nous dites, parce que ça aussi c'est une définition que l'on oublie. Une compétition réunit les représentants des différents pays, représentants. Ça veut donc dire que ceux qui viennent au titre de l'équipe nationale sont représentants d'un pays et ici sont représentants d'un championnat. Ils jouent tous dans ce championnat, avec jouer dans le championnat mondial, c'est que les autres joueurs comme les autres équipes du pays devaient se sentir concernés par la compétition. Dans ceux qui y vont, ne représentent pas seulement le Cameroun par définition, mais là, ils nous représentent directement parce que le CHAN est la compétition du grand champion. Et là, à notre gauche, on va introduire le deuxième intervenant de cet après-midi. C'est David Zima Eyenge. Il est le président de la coordination du littoral de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Il est reporter au niveau du quotidien Le Jour. Bon après-midi et bienvenue, monsieur le président. Bon après-midi, Daniel. Bon après-midi aux auditeurs. Et là, président David Eyenge, nous sommes en train d'analyser. Vous avez suivi comme reporter toutes ces rencontres, toute cette préparation des Lions à prime pour vous. Qu'est-ce qui n'aura pas marché? J'ai d'abord suivi le championnat qui les a fait sélectionner avant de venir suivre la compétition. Ici, je dois dire qu'on est tombé ici, mais ce n'est pas ici qu'on a glissé, comme on le dit souvent chez nous les Bantous. On est tombé, on n'a pas regardé là où on a glissé. Là où on a glissé, c'est chez nous, c'est dans notre championnat, c'est dans notre sélection. Avant de partir du Cameroun,
pour nous qui avons suivi ce championnat, on savait qu'on s'en va vers le mur. On savait qu'il n'y avait rien à espérer. Mais comme les Camerounais pensent que Dieu est au ciel pour les faire gagner à eux seuls, certains pouvaient attendre les résultats. Moi, j'attendais rien de ces résultats. J'attendais exactement ce qui est arrivé. Et heureusement, au moins pour une fois, le hasard n'a pas chamboulé les choses. Le Cameroun est sorti là où il fallait qu'il sorte, c'est-à-dire par la petite porte, parce que, comme le disait Jojo tout à l'heure dans une causerie, ils sont petits, ils sont passés par la petite porte. Et là, le championnat, lui, tarde à démarrer, mais la date est désormais connue, le 10 février. En même temps, les clubs camerounais rentreront en campagne africaine. Comment voyez-vous cet avenir de ces deux clubs camerounais, de ces deux plénipotentiaires? Des deux clubs, justement, il faut en parler. On lance le championnat le 10 février, le jour où la CAF décide de lancer ses compétitions africaines. Voilà un championnat qui sera lancé avec au moins 2 matchs en retard. Vous vous attendez à quoi? À des matchs, à une succession de matchs en retard, à un favoritisme des équipes, ou bien quand on va cumuler, on s'est rendu compte avec Coton Sport, quand ils avaient 7 matchs en retard cumulés, ils avaient 4 ou 5 à la maison à Garoua et 2 à l'extérieur. Ils faisaient 2 nuls, ils gagnaient 5 fois. Ça faisait 17 points sur 21 possibles pris. Et ils rattrapaient le retard qu'ils avaient sur ceux qui avaient joué les matchs réguliers du championnat. Vous vous attendez à quoi? Qu'on perde encore une autre place dorénavant. Le championnat du Cameroun a besoin d'être... Je pense qu'on a sur ce plateau Joseph-Antoine Bell. On a eu d'autres grandes stars du football. Le Cameroun mérite mieux que ça. Quand la nature vous a donné ce genre de bonheur, quand la nature vous a offert ce genre de personnalité du football, vous ne devriez plus être en train de tatillonner pour évoluer. Malheureusement, on est sur nos plateaux, on n'a pas souvent l'habitude de le dire, ou bien quand on le dit même, les autorités, celles qui doivent prendre les décisions, ne l'écoutent pas. Mais un championnat qui démarre avec déjà plusieurs mois de retard et une année de Coupe du Monde qui va démarrer en mi-février, qu'on sera obligé d'arrêter en juin ou en mai parce que vous vous attendez à quoi un championnat de 3 mois? Naturellement, l'année prochaine, on aura une équipe encore plus faible dans les compétitions africaines. Et là, Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, on doit quand même parler de cette situation. Le championnat à votre époque, on avait 60 000 spectateurs au stade, on avait des joueurs étaient bien lotis, mais aujourd'hui, ça ne fait que mourir. Quelle peut être la raison? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour essayer quand même de relever ce gap? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie chez nous et qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que le football ne commence pas avec les footballeurs. Et si le football ne commence pas avec les footballeurs, encore faudrait-il que les dirigeants qui en sont dans la tête prennent leurs responsabilités, d'abord reconnaissent leurs responsabilités et ensuite prennent et assument toutes leurs responsabilités comme temps. Donc quand ça ne va pas, il faut arrêter de regarder le garçon qui a raté un but, le garçon qui a posé un pénalty. Il faut savoir se remettre en cause. Or, il se trouve que les clubs camerounais n'ont pas la valeur d'antan, ça c'est les clubs camerounais sur la scène. On a perdu 2 places. Voilà, quand vous dites que vous avez perdu sur des classements aujourd'hui, on a perdu plus que 2 places. Le Cameroun a été la première nation au monde à remporter les 2 trophées de bronze la même année. Mais nous sommes aujourd'hui un pays qui ne peut pas atteindre la phase de poule organisée cette année. On a vu Coton Sport qui est ressorti de la phase de poule avec 0 points. Bon, voilà. Donc, on a des choses qui arrivent avec les clubs camerounais aujourd'hui. Et pourquoi voulez-vous? Parce que c'est là où quand je dis malheureusement pour nous, nous n'acceptons pas les analyses professionnelles. Lorsque l'équipe nationale arrive à tirer son épingle du jeu, c'est parce que vous ne pouvez pas la coller au championnat local. Elle ne représente
Le Cameroun, On a à peine un joueur qui évolue. donc du coup, elle pourrait être n'importe qui en Afrique parce qu'elle a des joueurs qui viennent d'ailleurs. Tandis que dans le même temps, vous avez la compétition actuelle qui est le CHAN, et bien cette compétition-là oppose en réalité des championnats, puisqu'on dit qu'il faut que les joueurs jouent localement dans le championnat du pays. Et donc, si les joueurs doivent évoluer dans le championnat du pays, ça veut dire qu'en définitive, ce sont des sélections des championnats qui se rencontrent. C'est exactement comme si on disait qu'à l'intérieur du pays, on faisait des sélections régionales. On va donc sélectionner les joueurs qui jouent dans une région. Si vous ne jouez pas dans cette région, vous ne participez pas. Et bien, il n'est donc pas étonnant que le Cameroun, avec ces clubs qui ne rivalisent pas avec les autres clubs africains, et bien que les joueurs de son championnat ne puissent pas rivaliser avec les autres. C'est une logique absolument implacable. Il n'y a que les rêveurs qui pouvaient s'attendre à des résultats autres que ceux qu'on a connus. Et là, David Zima Yenge, on est toujours sous perfusion. Il faut toujours attendre les moyens du gouvernement, il faut toujours attendre les moyens de l'État. Pourquoi cette Ligue professionnelle du Cameroun aujourd'hui tarde à décoller? Oui, mais je crois que je ne sais pas si je peux répondre à cette question. L'État de décoller, vous avez dit qu'on est sous perfusion, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, on a besoin d'être perfusé on est malade. Si on est malade, le malade, lui seul peut savoir exactement de quoi il souffre, où il souffre, et pour que le médecin, qui n'est pas moi, ait une facilité à trouver la guérison. Oui, le football tarde à décoller, le football professionnel tarde à décoller parce que peut-être il n'est pas bien pensé. Simplement, il faut penser à ce football-là autrement. Moi, je pense même si j'étais parmi ceux qui devaient proposer des solutions, pourquoi ne pas faire une année blanche? Nous avons 5 mois jusqu'à la Coupe du Monde. Pourquoi ne pas cette année? Parce que je me rappelle quand Joseph-Antoine Bell était joueur de foot au Cameroun, j'étais jeune, j'allais au stade, mais le championnat commençait exactement à la même période que les championnats européens et se terminait à la même période. On n'avait peut-être pas ce genre de... Je ne sais pas ce qui a fait le décalage, peut-être les années 90, mais on n'a jamais rattrapé le retard des années 90. Il faut déjà penser à rattraper les championnats du monde. Parce que... il faut s'arrimer au calendrier. Le calendrier de la FIFA ne tient pas compte de vos retards. Mais il y a quand même cette finale de Coupe du Cameroun qui coince le plus souvent. C'est elle qui clôture la saison. Elle coince que depuis qu'on a permis que ça coince. En réalité, les finales de Coupe du Cameroun se jouaient longtemps avant. Le 15 septembre, c'était souvent la rentrée scolaire. Et il y avait déjà, la Coupe du Cameroun avait déjà été jouée. Donc le 15 septembre, je me rappelle simplement parce que j'étais élève, et que le 15 septembre, en allant à l'école, on savait déjà qui avait gagné. On savait déjà qui avait gagné la Coupe du Cameroun de cette année, là. Donc la Coupe du Cameroun n'est pas un problème. Ce sont les hommes qui l'ont placé là qui sont un problème. Le président de la fédération peut donner un calendrier et le protocole du président de la République saura que le 6 juin ou le 7 juillet de cette année, la Coupe donc il faut planifier longtemps. Va se jouer. Donc je crois que peut-être lui. Oui, on va donner. Dans cette fourchette-là de temps qui allait avec les championnats internationaux, il peut savoir. Et là, Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, et on va parler de cette situation de Coupe du Cameroun. Vous en avez participé. On se rend à l'évidence aujourd'hui que le championnat est terminé. On prend deux mois et demi pour pouvoir programmer quand est-ce qu'on devra jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il serait difficile à un esprit sain de ne pas reconnaître
chaos dans lequel se trouve le football du Cameroun. Mais quand on parle de chaos, on sait aussi qu'il n'y a pas eu de Big Bang du chaos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où tout cela a explosé. Ça a commencé petit à petit, une petite glissade, et tous les ans on a glissé un petit peu plus pour en arriver à la situation ubuesque dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut savoir que le calendrier de la CAF était le même, c'est-à-dire que les finales des coupes interclubs se tenaient bel et bien en décembre, mais ça n'a pas empêché que la Coupe du Cameroun, que les saisons camerounaises débutent en septembre, octobre pour se terminer en juin. Et la finale de la Coupe du Cameroun dont vous parlez, moi je les ai jouées en juin. Et les saisons se terminaient en juin. Et les élèves et étudiants allaient en vacances en n'ayant plus le foot de club dans leur programme. Mais aujourd'hui, la chance du Cameroun qui n'a pas su se gérer, c'est que la CAF va lui gérer probablement ce problème dans les saisons qui viennent. La CAF elle-même en s'arrimant à ce mode de saison à cheval sur 2 années civiles. Et si la CAF fait cela, ça va obliger le Cameroun à suivre. Mais il aurait été mieux que le Cameroun, pas que ça rime, reste bien dans quelque chose qui ne lui réussissait pas si mal, puisque c'était l'époque où on avait tout le temps des clubs en finale et l'époque où nous avons créé l'histoire en remportant la Coupe des Champions et la Coupe des Coupes la même année. Donc il n'y avait pas de raison. Mais bon, la facilité, parce que vous savez, nous avons cette tendance à ne pas donner de sens aux mots. Le calendrier, si vous réfléchissez un peu, même par analogie, vous vous apercevrez que ce que vous savez du calendrier, c'est qu'il est sur votre mur et qu'il est fixe. Et le calendrier signifie que si vous choisissez aujourd'hui le 22 septembre 2020, vous pourriez trouver quel jour sera le 22 septembre. Et ce jour-là ne variera pas sous prétexte qu'il y a 4 ou 5 ans de différence. Et donc vous pourrez donc venir le 22 septembre et trouver que le 22 septembre 2022 est exactement le mercredi, et que si vous avez donné un rendez-vous à 16h, 16h du 22 septembre ne deviendront pas 17h ou 18h. Ce sera fixe. Or, depuis bien longtemps, chez nous, nous avons cessé de considérer le calendrier du championnat comme étant un véritable calendrier. On est donc tombé dans de l'approximation totale et qui n'a plus de sens, parce que le calendrier veut dire que dès le départ, on doit savoir que tel jour, c'est telle équipe qui joue contre telle autre et ça ne bougera pas. Donc voilà, il suffit de revenir aux définitions des mots pour comprendre ce qu'on a à faire en termes d'organisation. Voilà qui est bien dit, on ne reviendra pas. On va essayer d'avancer, président David Eying. On va se plonger en plein dans la compétition qui nous réunit ici à Casablanca ou encore ici au Maroc. On a traversé la première phase désormais. Demain, ce sera le tour des demi-finales. On connaît désormais les différentes affiches. On a un certain Maroc-Libye et surtout un certain Soudan-Nigeria. Est-ce que c'était les affiches de rêve? Est-ce que c'était les équipes attendues à ce niveau, ou simplement ils ont travaillé pour arriver là? Il faut dire que sur les 4 équipes qui vont jouer les demi-finales demain, on attendait forcément une équipe du Maroc. Je dis forcément parce que quand on organise une compétition, on met beaucoup de moyens pour la gagner. C'est légitime. Et donc on ne peut pas être étonné de la présence du Maroc en demi-finale de Jeanne en 2018 ici chez eux. La deuxième chose, c'est que oui, quand le Nigeria est inscrit dans une compétition africaine, on l'attend au bout du bout. On peut l'attendre. Elle peut arriver au bout sans que personne ne soit étonné, parce que dans toutes les compétitions mondiales de catégorie, on voit le Nigeria. Il n'y a que la Coupe du Monde des seniors qui n'ont pas encore gagné. Donc le Nigeria, oui. Le Maroc, oui. Maintenant, le Soudan, la Libye, je dois dire que la situation politique en Libye
contraste un peu avec leur présence en demi-finale. On se dit c'est un pays qui n'est pas très posé, très équilibré maintenant et que les joueurs n'auraient pas, n'est-ce pas, la tranquillité qu'il faut pour faire une bonne compétition. Mais ils sont là et cela est expliqué d'ailleurs par le Croate qui est l'entraîneur du Soudan. Qui disait un jour avant la compétition, on a trop parlé, on a trop écrit, ce qui n'est pas vrai. Je suis arrivé au Soudan il y a quelques temps, je sais ce que le Soudan vaut, j'ai hâte que la compétition commence. Le Soudan n'est pas venu ici aux Jeux Olympiques, nous ne sommes pas venus pour participer, nous sommes venus comme les 15 autres concurrents pour le trophée final. Donc le Soudan arrivé en demi-finale parce que j'ai entendu de son entraîneur croate à l'entrée de la compétition. Je ne suis pas étonné non plus. Et on a vu que le Soudan est monté le Soudan avait par exemple en quart de finale une Zambie qui avait fait un parcours sans faute lors du premier tour. Mais dans leur match de quart de finale à Marrakech, ils ont marché sur la Zambie qui a pourtant présenté son équipe type. Son équipe qui joue la coupe, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Donc, oui, on attendait le Maroc. Oui, on pouvait imaginer pour le Nigeria. Le Soudan, quand ils sont arrivés dans la compétition, avant la compétition, leur entraîneur nous a dit tout le monde peut gagner tout le monde, donc le Soudan peut gagner n'importe qui. Maintenant, l'autre quatrième, c'est la Libye. Bien entendu, la Libye. Et la Libye est donc le pays qui, comme je l'ai dit, mais il est le seul des 4 pays qui a déjà gagné cette compétition. Donc, quand vous avez déjà gagné une compétition, vous pouvez savoir comment vous comporter. En réalité, ce sont des demi-finales de rêve. Pour cette compétition, on aura un duel du Maghreb entre le Maroc et la Libye. Et maintenant, le Soudan et le Nigeria vont donner aussi, certainement, le meilleur football qu'il y a pour qu'il se retrouve en finale. Et là, Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, nous on voudrait quand même se projeter sur le plan organisationnel. Aujourd'hui, qui remonte en surface, lorsqu'on voit ces 4 pays qui sont qualifiés, on peut interroger les championnats, on se dit quand même qu'à ce niveau, il y a quelque chose. Vous allez faire un commentaire sur ces différentes affiches, Maroc, Libye, Soudan et Nigeria. Oui, mais bon, vous pouvez très bien vous apercevoir qu'il s'agit d'une part d'un pays, le Maroc, il est organisateur certes, mais qui est souvent présent dans le dernier carré, voilà, des clubs. Et donc, ça veut dire que son championnat tient la route. Puis vous avez la Libye dont c'est pratiquement l'équipe A avec très peu de joueurs à l'extérieur. Ça veut dire que le championnat aussi tient la route. Et ce n'est pas la première fois que la Libye, même la Libye en CAN, arrive à être bonne et bon, on la voit progresser, ce qui me donne d'ailleurs une transition avec le Soudan qui lui aussi, lorsqu'il est venu à la CAN, n'était pas du tout si mauvais et on voyait bien qu'il progressait. Ces deux équipes qui ont un football bien travaillé qui demande à mûrir. Et le Nigeria avec son réservoir de joueurs, avec sa population qui peut réussir grâce au nombre à toujours avoir de bons joueurs. Donc ce n'est absolument pas surprenant qu'on ait ces équipes-là. Donc je crois que pour tous les autres, il s'agissait de rêves, mais de rêves d'enfants ou de rêves d'irresponsables. Parce que si vous ne commencez pas par soigner vos championnats, vous ne pouvez pas avoir une sélection qui marche. Ça marche avec les A parce que d'autres pays entretiennent nos joueurs, parce que d'autres pays forment nos joueurs et nous ne faisons que leur offrir un passeport. Donc il faudrait quand même savoir ce qui se passe réellement sur le terrain pour savoir comment travailler. Mais malheureusement, nous avons en commun en Afrique pour beaucoup de pays cette absence de volonté de travailler réellement en profondeur. Donc du coup, on ne pose pas de diagnostic, on ne sait pas de quoi on souffre et on ne peut pas évidemment travailler de manière spécifique. Et là, David Yengue, ce dossard numéro 9 du Maroc, il sort d'un club de deuxième division, il vient d'être promu en première division ici au Maroc. Il rentre dans l'histoire. En 3 sorties, il a claqué 6 buts et c'est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Il détrône un Libyen à ce poste. Est-ce qu'on va dire que c'est cet atout
jusqu'alors qui amène le Maroc et surtout qui permet au Maroc d'enregistrer cette performance? Oui, je dois rectifier un peu. Il détrône un Zambien. Un Zambien autant pour moi. Le Zambien qui avait déjà marqué 5 buts dans une compétition en 2009. C'était pour la première édition. Oui, pour avoir une grande équipe. Il faut avoir des tueurs. On l'a souvent résumé, il faut avoir une bonne colonne vertébrale. C'est-à-dire un bon gardien comme Jojo l'a été, un bon milieu de terrain comme le président, l'ex-président de la Fédération zambienne de foot qui l'a été, et puis un bon avant-centre comme Roger Mila par exemple. Oui, par exemple, comme ce jeune. Vous avez un jeune joueur qui, oui, il revient de la deuxième division du Maroc, joue ses premiers matchs, vient bousculer la hiérarchie. Vous savez que l'équipe du Maroc des joueurs locaux est formée des joueurs du Wydad de Casablanca, champion d'Afrique, et des joueurs du Raja de Casablanca. D'ailleurs, les deux équipes ont 6 joueurs chacune dans les 23. Et le joueur qui n'est pas ni du Wydad ni du Raja vient, n'est-ce pas, bousculer la hiérarchie. C'est lui qui est titulaire. Je me rappelle que le public de Casablanca l'a sifflé à son premier ballon à l'entrée de la compétition. Aujourd'hui, il est adulé. Il est adulé parce qu'il a 6 buts en 4 matchs et on va faire avec. C'est une valeur sûre. Il a d'ailleurs, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait un article là-dessus, il a frappé lourdement la porte d'entrée pour aller au mondial. Et c'est lui qui a contraint Hervé Renard à venir maintenant regarder systématiquement les entraînements de l'équipe A'. Donc, oui, c'est un joueur sur lequel il faut compter. Le public même attend de lui. Un joueur qui a marqué un doublé au premier match, il a marqué un triplé au deuxième. Donc, c'est un joueur comme on en recherche dans le monde entier. Et Joseph-Antoine Bell, c'est quand même une surprise. Un jeune qui était attendu comme deuxième choix dans cette formation du Maroc. Aujourd'hui, il a écrit son histoire parce qu'il a eu sa chance. Ça se multiplie le sport souvent comme ça. Non, faut pas croire le conte de fées n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir le talent. Et ce n'est pas que l'opportunité, c'est qu'il faut avoir le talent. Et ce sont ceux qui ont le talent et la volonté de travail, la capacité de travail, qui se tiennent donc prêts et qui sont tels qu'à la moindre opportunité, ils vont se montrer. Parce que vous dites en religion qu'on ne sait pas quand est-ce que le prince passera. Et bien c'est exactement la même chose, c'est valable dans la vie. On ne sait pas quand est-ce que l'opportunité va se présenter. Mais si vous avez l'habitude d'être bon, le jour où l'opportunité se présente, elle vous trouvera bon. Et son histoire est un peu contrastée. Il part d'un club de deuxième division où il a marqué 25 buts. C'est à partir de là qu'il attire l'attention. Il est recruté dans un club de première division. Président David Eyingue, vous collez quand même un mot parce que vous êtes allé rechercher les statistiques de ce jeune. Il faut quand même le faire. Oui, Ayoub El Khabib est une valeur sûre du football marocain demain. Si un joueur qui ne joue pas souvent à Casablanca pour les matchs, il joue dans des matchs où il y a 10 000, 15 000 spectateurs et que devant 30 000, 40 000, 50 000 spectateurs, il marque un hat-trick. C'est Jojo qui l'a bien expliqué, c'est qu'il a une carrière linéaire, il a marqué 25 buts en Botola 2. Il est, à sa première année, il frappe aux portes de l'équipe nationale des locaux et maintenant à la porte de l'équipe nationale des A qui va aller en Coupe du Monde. Le Maroc est justement dans cette lancée-là. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, vous étiez là-bas, ils avaient gagné la finale des Jeux de la Francophonie, 8e édition. Ils ont gagné la finale devant la Côte d'Ivoire. Le Wydad de Casablanca est champion d'Afrique. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde en ayant éliminé la Côte d'Ivoire à domicile. Ils vont en Coupe du Monde 2018 et maintenant ils sont en route pour le Grand Chelem, c'est-à-dire la victoire en finale du CHAN
qu'ils organisent dans leur pays. C'est tout le bien qu'on va leur souhaiter. Sa Majesté Joseph Antoine Bell, nous sommes ici à l'hôtel Hayat et on va dire l'histoire de la presse sportive africaine est en train de vouloir s'inscrire en lettres d'or. Il y a eu cette réunion ce matin. Désormais, il sera mis sur pied la Confédération africaine de la presse sportive. Vous avez pris part à ces travaux. Un commentaire, qu'est-ce qui vous inspire à l'issue de cette première séance, on va dire l'édition 0? Je pense que c'est forcément une très bonne chose chaque fois que des gens peuvent se regrouper et là d'avoir une confédération de la presse sportive, confédération africaine de la presse sportive, c'est forcément une très bonne chose d'avoir les journalistes africains qui souhaitent s'occuper d'eux-mêmes et ce que j'ai entendu lors de cette réunion est très encourageant, d'avoir des journalistes d'expérience qui prônent le partage et qui sont prêts à partager avec les plus jeunes, qui sont prêts à épauler les plus jeunes, à condition que ceux-ci en aient bien envie, parce que c'est ça, le journalisme est un métier, il faut arrêter de penser qu'on peut y entrer par effraction et qu'on peut s'y retrouver par hasard et y rester par hasard. On peut peut-être s'y trouver par hasard, mais on doit y rester parce qu'on s'est formé, parce qu'on a envie de bien faire. Et de se dire que cette confédération se donne pour objectif d'aider les plus jeunes à se former et d'aider l'ensemble des journalistes à solutionner leurs problèmes ou en tous les cas à en apporter des solutions et à alléger leurs difficultés. Je pense que c'est un très joli programme auquel je crois parce que j'ai vu la chance qu'ont les journalistes de voir arriver chez eux en visite le président Ahmad en personne qui a parlé comme quelqu'un qui connaît leurs problèmes, ce qui veut dire qu'il pourra leur tendre la main et il n'y a jamais rien d'aussi bon dans la vie que d'avoir une main secourable qui vous est tendue. Président David Eyenge, on va tenir le taureau par les cornes. On va dire sera la bienvenue cette confédération africaine de la presse sportive. D'autant qu'elle nous sort un peu de notre prison. Cette prison-là, et je pense que Eddie Hamel l'a bien dit dans son propos liminaire, on était emprisonné par une association mondiale qui n'a que 89 ans, qui s'appelle AIPS, l'Association internationale de la presse sportive, à partir de laquelle il fallait démarrer. C'est-à-dire que c'était la seule chance pour les journalistes sportifs de se mouvoir à l'international, c'était de faire partie de cette association-là ou d'être dans une association qui est camarade ou partenaire à celle-là. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir créer notre confédération africaine de journalistes sportifs pour parler de nos problèmes, pour résoudre nos propres problèmes. Nous pensons que nous sommes suffisamment grands, il y a suffisamment de personnes et d'intelligence pour nous connecter aux institutions mondiales du sport. On n'aura plus besoin de passer par une certaine institution, fut-elle mondiale, pour, n'est-ce pas, aller couvrir les compétitions à l'international. C'est une bonne chose, ça arrive à point nommé. Et là, la présence du président de la Confédération africaine de football qui semble connaître par cœur tous ces problèmes de la presse sportive au niveau de l'Afrique. Il a été président de club, il a été président de fédération, il est un homme politique, il a toujours dit, il est aujourd'hui à la tête de l'instance fêtière. Il a pris des exemples, il sait que nos patrons ne se sont pas occupés de nous et que nous sommes à la merci du premier venu. On ne peut pas travailler dans ces conditions, dans les meilleures conditions. On ne peut pas donner la même information possible. Et dans ce cas, le sport que nous accompagnons ou que nous voulons faire développer ne peut pas se développer parce que les raisons des uns et des autres d'écrire X ou Y chose, d'écrire telle ou telle chose, sont, n'est-ce pas, conditionnées par le manque, par la pauvreté. Et s'il y a cette main tendue du président de la Confédération, c'est tant mieux, comme le dit, c'est Jojo qui sait bien de quoi il parle quand il dit que vous avez une main tendue comme celle de la Confédération par son président. Ça veut dire qu'on vous a ouvert toutes les portes, vous allez pouvoir travailler de manière libre.
On va amorcer la dernière ligne droite. Sa Majesté Joseph-Antoine Bell est très bousculé dans son agenda, dans son calendrier. Le président David Eyeng, on va quand même brosser un mot sur la CAN Cameroun 2019. Nous sommes là. La CAF va se réunir dans quelques jours. Le cabinet Roland Berger revient de Cameroun. Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, vous faites partie du comité d'organisation de cette compétition. Ils sont venus voir, ils ont entendu, ils vont relayer au niveau de la CAF. Vous, qui êtes au cœur de l'organisation de cette compétition, le chef de l'État Denis Lola, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le Cameroun en mouvement, le Cameroun en branle pour devoir organiser cette messe sportive? Je trouve qu'il serait injuste d'une part et peut-être malhonnête de ne pas supposer cela. Dans un pays, lorsque le chef de l'État s'engage, c'est tout le pays qui est engagé. Et je pense donc qu'on doit faire crédit au Cameroun à partir du moment où son chef l'a dit et répété, le Cameroun sera prêt. Ça veut dire que le Cameroun, en tant qu'État, en tant que nation, fera tout ce qu'il faut pour que les infrastructures qui doivent accueillir la CAN soient prêtes. Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, en tant que membre de la commission, eh bien, je vais... La commission, ce n'est pas dans quelques jours. La commission, c'est demain. C'est le 31. Et donc, on va siéger pour voir qu'est-ce que le cabinet a ramené. Mais moi, je peux déjà vous assurer qu'il n'y a pas à se bousculer, en tout cas pour nous qui ne travaillons pas. La bousculade est pour ceux qui construisent et pour les ouvriers et les ingénieurs sur le terrain. C'est eux qui doivent travailler, c'est eux qui doivent se bousculer pour faire avancer. Quant à nous autres, on n'est pas bousculés puisque nous, on doit juger étape par étape et donc on va voir où en est l'avancement des travaux aujourd'hui, mais on a le temps. On reverra dans 4 ou 5 mois où on en est et on peut juger, mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas un couteau sous la gorge des Camerounais demain au sortir de la réunion. Les Camerounais se mettent le couteau eux-mêmes, la pression de devoir réussir leurs engagements et leurs travaux et le comité d'organisation ne fait que constater. Bon. Et si un jour, que je ne souhaite pas, on arrivait à constater que le Cameroun n'a pas suffisamment avancé et ne peut pas accueillir la compétition, à ce moment-là, la commission le proposerait au comité exécutif qui déciderait de retirer l'organisation au Cameroun. Mais jusqu'à présent, vous en faites pas, on n'a jamais retiré l'organisation à aucun pays 17 mois à l'avance. Et je me répète peut-être, au Cameroun, les instances camerounaises, en commençant par le chef de l'État, ont promis que tout sera prêt. Et là, président David Eyeng, vous êtes reporter. Après avoir tourné un peu de partout dans le monde, dans l'Afrique, il sera temps pour nous aussi d'accueillir notre compétition. Oui, le Cameroun est prêt. Le chef de l'État l'a dit. Jojo qui est de la commission l'a dit. Je crois que ce n'est pas à moi de dire le contraire. Le Cameroun sera prêt. On va vous dire infiniment merci, président David Eyeng. Merci, Sa Majesté Joseph-Antoine Bell, pour ce temps passé. Et bonne fin d'émission. On va dire merci à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de www.rdumboa.com. J'étais fils Daniel Indjek pour vous servir. Derrière les boutons, on avait Armel Dachi. C'était la 3e sortie du numéro spécial Chan Maroc 2018 depuis l'hôtel Hayat ici à Casablanca au Maroc. On dira simplement, si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, me le dire pour qu'à chaque fois nous puissions faire les efforts. Sur ce, on se retrouve au prochain numéro.